Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Retour sur une semaine extrêmement chargée dans l'actualité. Il y avait le témoignage de l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, à New York. Biden et Trump qui ont accepté finalement de débattre 2 fois plus tôt qu'une en vue de la campagne électorale qui s'en vient à la Maison-Blanche. L'évasion spectaculaire de ce détenu du fourgon cellulaire. Vous avez vu ça en France cette semaine? Tout ce qui se passe à Rafah. La tentative d'assassinat du premier ministre slovaque, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Salut Stéphane. J'en suis étourdi. Je veux dire, je voudrais pas être le président ou le premier ministre français cette semaine, mais c'est que c'est pas juste sur leur front, ça se passe partout. C'est une grosse semaine, je sais pas où donner de la tête, je sais pas ce que tu en as pensé. Avec quand même des petits fils rouges qui lient tout ça, c'est-à-dire une tentation de basculer du côté de la violence pour régler des affaires. Dans le cas de la libération du fourgon cellulaire, c'était pas juste un prisonnier qu'on voulait récupérer, c'était aussi la volonté marquée de s'attaquer symboliquement à l'État en tuant ou en essayant de tuer 5 agents de la judiciaire. En Nouvelle-Calédonie, alors là, c'est à l'autre bout du monde, on s'entend, c'est à 17 000 kilomètres de Paris, mais ça reste un territoire outre-mer pour les Français. C'est pas une large population, 270 000 personnes. Je sais pas si tu as vu les images. C'est troublant. Ça ressemble à de la guerre civile avec des barrages, les commerces qui sont incendiés. C'est un vieux conflit, ça n'a pas explosé d'un coup. Ça fait 30 ans qu'à petit bouillon, la tension monte et remonte selon les circonstances. Mais là aussi, c'est les gendarmeries qui sont attaquées, c'est les officiels, les représentants de l'État. La France qui est obligée de déployer des bataillons de soldats, de policiers, de CRS, du groupe d'intervention, le GIGN, pour essayer de calmer la situation. Je pense que ça va être très difficile, je pense que ça va durer. Et c'est toutes sortes de petits foyers d'incendie qui donnent à penser que la violence est devenue la manière de régler les choses. On a parlé de l'Équateur il y a quelques semaines. C'est une destination où les papis cool qui voulaient prendre leur retraite se disaient « Hey, l'Équateur civilisé, c'est pas trop loin, soleil, pas cher ». Puis aujourd'hui, c'est le chaos total, comme à une époque, la Colombie voisine. Et tout ça est lié aussi, pas la Nouvelle-Calédonie, mais à ce qu'on a appelé la sud-américanisation de l'Europe ou la mexicanisation de l'Europe, c'est-à-dire des organisations criminelles de plus en plus riches, disposant de moyens pour acheter de la complaisance, sinon corrompre, sont de plus en plus agissantes. Alors voilà le portrait. Ajoute à ça ce qui se passe chez nos amis américains où on parle à répétition de guerre civile. Il y a un film d'ailleurs qui a bien fait au box-office où on prophétisait une guerre civile. C'est dans l'air du temps. Alors, est-ce que tout ça est lié? Non, sauf que je pense que c'est en même temps, alors je vais peut-être me contredire, les manifestations de tensions très vives partout. Alors, je te propose, si tu veux, qu'on fasse un petit bilan de la semaine parce qu'il s'est effectivement passé beaucoup de choses et ça vaut la peine de voir où on en est. Je sais pas où tu veux commencer parce que il y a un sujet dont on n'a pas parlé et c'est comme si le nouvel empereur chinois, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, Monsieur Xi Jinping, s'est offert un sourire semi-glaçant et peut-être semi-glacé à l'endroit de l'Europe et particulièrement de M. Macron. Je ne sais pas si tu as soulevé ou vu toute l'ironie dans ça. Oui, non, mais non, c'est clair. Et c'est préoccupant pour la suite des choses. Hein. Oui, parce qu'il reçoit M. Poutine. Oui. Alors voilà un sommet, après celui qu'on a commenté, toi et moi, ensemble en France, où on avait déroulé les tapis rouges, on avait fait arrêter la circulation, je ne reviendrai pas sur ces détails, mais on avait créé tout un toin-toin pour recevoir le grand patron de la Chine, Xi Jinping, dans l'espoir d'abord de le ramener un peu à l'ordre sur ses pratiques commerciales qui intéressent et inquiètent de plus en plus les Européens, et les Américains qui s'apprêtent à imposer des tarifs commerciaux très costauds sur les véhicules électriques parce que du jour au lendemain, on change de paradigme. On était dans les grandes compagnies américaines manufacturières sont en train tranquillement de passer à l'électrique, mais avec des modèles qui seront
je dirais, tentant pour le consommateur, Tesla qui dominait. Puis là, du jour au lendemain, on n'a pas du tout entendu parler de ça. Tu as une surcapacité de production de véhicules électriques qui apparemment sont très compétitifs, chinois et moins chers. Et les Américains font Et beaucoup moins pas cher. touche à notre impôt. Eh bien, évidemment, dans un contexte d'inflation, dans un contexte où on nous dit d'abord qu'on lutte contre les changements climatiques, qu'on veut favoriser des conditions où on s'attaque à l'inflation, ça serait une excellente occasion d'affaires pour les consommateurs parce que depuis 25-30 ans, quand on parle de libre-échange, de l'ouverture des frontières, de ce que ça va tonifier nos économies, c'est pas toujours aux citoyens qu'on parlait, c'est aux consommateurs. Le pacte implicite, je fais toujours trop simple, mais c'était vous allez peut-être perdre votre job, mais votre laveuse-sécheuse va vous coûter 3 fois moins cher qu'avant. Il y a peut-être un bon deal pour vous. Oui, on est Et là, gagnant. soudainement, la logique du bon deal, non, on veut pas de voiture électrique. Donc, quand il a été reçu à Paris, on espérait, du point de vue français, faire des gains en matière commerciale. Madame von der Leyen, qui était le bad cop au bon cop Macron, la patronne de l'Europe, la très puissante patronne de l'Europe qui voulait voir peut-être les Chinois mettre un genou à terre, ben ils l'ont pas fait. Et là, c'est Vladimir Poutine qui est reçu en Chine et les deux sont souriants. Tous les symboles sont là pour nous faire comprendre que ça, c'est un sommet qui marche. Monsieur Xi Jinping s'est aussi engagé à respecter une entente qui lie la Chine à la Russie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert d'armement à la Chine. Mais on lui a fait visiter un centre de recherche avancé à Harbin, à monsieur Poutine, et c'était sans l'ombre d'une hésitation. Une manière de dire à tous, les Chinois vont être derrière les Russes pour leur fournir la technologie qu'ils sauront adapter pour faire en sorte que leur industrie militaire soit compétitive, continue à l'être et le soit davantage demain. Ça dit aussi que s'il y a des choses qui ne se rendent pas à la Chine, ou à la Corée du Nord, par exemple, je m'excuse, les Chinois peuvent transférer aux Russes, qui peuvent ensuite transférer aux Nord-Coréens. Il y a un axe de collaboration. Déjà qu'on sait que les Nord-Coréens aident en termes de missiles balistiques, les Russes. Donc, on parle de l'axe de la résistance souvent avec l'Iran, avec les Houthis et d'autres milices, le Hezbollah, l'axe de la résistance au Proche-Orient. Là, il y a vraiment un axe de la collaboration et de la résistance, mais dans les ligues majeures, et on le sent, on l'a entendu, et la communication officieuse de ce sommet entre la Chine et la Russie, c'est que nous ne sommes pas intimidés et nous sommes déjà des grands partenaires d'affaires, avec une entente d'ailleurs pour faire en sorte que si Taïwan était menacé, les Russes ont très clairement dit qu'ils acceptaient que c'était une souveraineté chinoise et donc qu'ils pourraient être derrière leurs alliés. Et inversement, sur l'Ukraine, à mots pas trop couverts, c'est dire on est avec notre allié russe. Nous, les Chinois, sommes avec notre allié russe. On n'a pas de militaires qui sont sur place. On veut pas se mêler du conflit, mais on est solidaire de notre allié. À un moment où, on le voit, ça va très, très mal sur les lignes de front en Ukraine et où les Russes font des gains et inquiètent de plus en plus la communauté européenne qui se dit elle est où là, la ligne rouge qu'on a annoncée? Oui, il y a même des allégations de corruption sur la ligne de front en Ukraine, Stéphane. Alors, ça n'a pas beaucoup, encore une fois, moi, avec ma loupe, des fois, je vois des choses, ça n'a pas beaucoup retenu l'attention, mais c'est la BBC, qui est une source qu'on aime souvent citer, qui a parlé avec, je vais aller dans mes notes, un militaire ukrainien, Denis Yaroslavsky, qui, lui, était parti de forces qui étaient plus dans le sud et qui sont montés rapidement pour essayer d'aider à défendre Kharkiv, qui disait, je suis arrivé avec mes militaires, puis le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait aucune ligne de première défense qui avait été mise en place, c'est-à-dire que c'était comme une invitation à bras ouverts pour les soldats russes qui arrivaient de l'autre côté de la frontière russe. Normalement, on nous avait parlé de ce que ça avait été renforcé, qu'il y avait une première, une deuxième ligne, qu'on va miner, par exemple. Puis là où je suis allé, et puis avec nos drones, on a pu le constater, rien. Alors, il pose une question toute simple. On a été malhabile, on a oublié des choses, on a mal fait le boulot, où il y aurait de la corruption, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui ont été envoyées et détournées. Et c'est une question récurrente que posent entre autres des généraux américains qui se font généralement taire rapidement après, qui posent la question de ce que leurs armes envoyées en Ukraine se retrouvent-elles toutes sur le front, puis on parle de transfert d'armes importants.
l'inspecteur général au Pentagone, on parle vraiment de l'autorité en matière de suivi comptable, a déjà dit l'an dernier qu'il y avait potentiellement 1,7 milliard de dollars. Il dit potentiellement parce que les cadres ne sont pas suffisamment contraignants. 1,7 milliard de transferts d'armes qui pourraient être détournés pour fin de corruption. Et 1 milliard dont on ne sait pas où ils sont vraiment allés parce que les entrées au livre et les suivis n'ont pas été bien faits. Ça, c'est l'inspecteur général l'an dernier. Dans un pays qui, dans tous les palmarès, disons, sur Transparency International, par exemple, dans tous les palmarès, nous disent que l'Ukraine était, depuis déjà longtemps, pas le pays, disons, le plus réglo en matière d'affaires. La corruption était un problème montré du doigt depuis très longtemps, alors ça s'est peut-être un petit peu à la marge amélioré, mais ils sont jamais dans le club des bons. Et par hasard, il y a en ce moment des dizaines de milliards de dollars d'aides civiles et militaires qui sont transférées. Et puis des généraux qui, à l'occasion, trop candides, disent « Mais mon canon de 155, je ne l'ai pas vu arriver. » Ouais, c'est pas rassurant. C'est pas nécessairement rassurant. Tu parlais de ligne rouge dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une ligne rouge, il y en a aussi dans la guerre entre le Hamas et Israël. On parle beaucoup de Rafah. Les appels à l'international qui se sont multipliés, les civils qui sont sur place. Et malgré tout ça, Israël a l'intention de terminer le travail à Rafah. C'est l'impression très claire qu'on a, malgré les admonestations. Ça a été souvent de la sémantique. Est-ce qu'ils ont vraiment traversé la ligne rouge? Parce que je l'avais mise en banlieue de la ville. Donc, mais après ça, il y a comme des différentes frontières qui se sont redessinées pour pas perdre la face. Moi, je pense qu'il y a les actions qui parlent toujours mieux que toute autre chose. Il y a 10 jours, symboliquement, l'administration Biden avait refusé de livrer un chargement de bombes puissantes en disant qu'elle risquait de se retrouver sur la ligne de front, d'être utilisée par les Israéliens, peut-être justement à Rafah. Ça se voulait un avertissement. Quelques jours plus tard, la même administration a demandé au Congrès la liberté ou l'autorisation de faire en sorte qu'un nouveau package d'armes d'1 milliard de dollars soit livré à Israël. C'était pas du tout au calendrier. Ça, c'est arrivé cette semaine. C'est-à-dire qu'on demande, il faut toujours l'autorisation du Congrès, parce qu'on libère un nouvel envoi costaud d'1 milliard de dollars d'armement. Donc, si tu en retiens un symboliquement une fois, mais que tu es prêt rapidement à dire, par-delà l'aide qui a déjà été approuvée, on dit c'est 1 milliard de nouveaux armements qu'on va envoyer. Ça dit très clairement que l'allié ne s'est pas désolidarisé. Et puis, la semaine dernière, on n'est jamais revenu là-dessus, je termine avec ça. Le département d'État devait remettre un rapport qui faisait la ligne entre ce que les armes livrées par les Américains à leurs alliés violent ou des lois américaines ou le droit international, parce que c'est une condition. Les Américains, auprès de leurs alliés, disent « Écoutez, si vous ne respectez pas les règles, on ne peut pas vous livrer les armes. » Ça devait être mercredi, ça a été reporté comme par hasard à vendredi dans l'après-midi. Et là, c'est un exercice, encore une fois, on essaie de ménager la chèvre et le chou, où le département d'État dit ça donne l'impression, oui, que des frontières ont été franchies, que des règles n'ont pas été respectées, mais c'est pas suffisamment déterminant et pas assez clair pour que ça nous force, nous, à ne pas livrer des armes à Israël. Donc, oui, ça sent mauvais, mais non pas assez. C'est pas un hasard, ça n'a pas été livré à la date prévue, c'est-à-dire le mercredi. Je pense que les rédacteurs qui probablement savaient qu'ils étaient condamnés à écrire ce qui se passe sur le terrain en disant les lois ont probablement été violées. On a demandé de faire un exercice de creative writing et d'arriver à des formules toutes plus alambiquées les unes que les autres, qui essaient d'acheter deux choses qui sont irréconciliables, c'est-à-dire de reconnaître sur la place publique qu'Israël ne respecte pas toujours les règles et en même temps ne les enfreint pas tellement qu'on peut, nous, continuer à leur livrer des armes.
C'est la quadrature du cercle. C'est ce qu'ils ont fait vendredi dernier. Et je pense que c'est pas un hasard si le rapport a été remis au Congrès en après-midi, alors qu'il y avait beaucoup moins d'attention. En telle enseigne que j'espérais en parler lundi et que d'autres choses balayaient l'actualité. Mais je reviens à ce précepte. Tu peux croire ce que les gens disent, mais rappelle-toi que ce qu'ils font est probablement plus significatif. Et en ce moment, l'administration dit des choses, mais ce qu'elle fait à l'endroit de son allié, c'est tout à fait légitime. On peut accepter que c'est un choix politique légitime, mais c'est en parfaite dissonance avec le discours. À New York, il y avait 2 témoins qu'on avait hâte d'entendre. Il y a eu Stormy Daniels, mais cette semaine, il y avait aussi Michael Cohen. Et là, aujourd'hui, dans l'épisode, tu te mouilles. Tu t'avances sur les probabilités de condamnation du président Trump. C'est jamais un succès, hein? Quand un chroniqueur se mouille, c'est retenu contre lui très longtemps. Alors, les témoignages sont à peu près terminés. Contre-interrogatoire de Michael Cohen. Je pense que la semaine prochaine, on va être dans les plaidoiries finales. On a l'information. Je demeure toujours convaincu que là aussi, c'est, disons, une vision très créative du droit qui est mise en place pour essayer de tirer les ouïes à M. Trump. Je suis pas juriste, mais plusieurs juristes respectables le pensent aussi. Transformer des délits mineurs en crimes pour pouvoir peut-être le mettre en prison, sinon lui faire payer des amendes et en tous les cas le faire reconnaître coupable d'un crime. Et dans le contexte de New York, il n'a pas le droit de le dire lui. 95% des membres du jury sont peut-être des démocrates. On lui a reproché, on lui a interdit, on l'a bâillonné. Alors, est-ce que des démocrates peuvent être au-dessus de ces considérations partisanes et d'avoir le bon jugement? C'est absolument possible. Mais sur la foi de la démonstration qui a été faite, des témoignages, je pense qu'il est aujourd'hui probable que 12 jurés s'entendent pour dire qu'il est coupable de ce qu'on lui reproche. Peut-être qu'il y en aura un ou deux pour s'objecter, hein, et à ce moment-là, on n'a pas de verdict. Mais je pense que c'est probable. En ce moment, je dirais, aux probabilités, à Vegas, je dirais, il va être condamné. Ma certitude, c'est que l'appel va arriver très rapidement, que l'appel va être entendu et qu'il va être innocenté en appel. Ça, c'est ma vision des choses à la lumière d'un paquet d'affaires, y compris du jugement que le plus haut tribunal de l'État de New York a rendu dans l'affaire Weinstein. 2 procès totalement différents, mais où on peut dégager, en tout cas, des tentatives de forcing du bureau du procureur pour obtenir des résultats qui, en première instance, ont eu de l'impact, mais qui, quand ça se retrouve plus haut entre les mains des juges, parce qu'évidemment, à l'appel, il y aura que on va reviser le procès, enfin, on révise le procès. Moi, je pense que ça risque d'être débouté. La bonne question, c'est est-ce que le juge va vouloir le mettre en prison? Parce que j'ai parlé à des amis procureurs, la tradition à 99,999% dans un tribunal d'État, quand tu es condamné, tu retournes pas chez vous, sur place, on t'enlève ta ceinture, tes lacets, ton crayon, you're booked. Tu peux éventuellement être libéré si ton appel est accepté, mais tout le monde me dit, normalement, c'est pas un show, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on va faire une exception? Et c'est là que le débat compte. Débat du 28 juin. Est-ce qu'un juge va vouloir dire, oui, je sais qu'il y a un débat, mais il n'y aura pas lieu, ou sinon il le fera en Zoom de sa prison. T'imagines? On s'ennuie jamais en politique américaine, Stéphane, puis on va garder très précieusement cet extrait-là, juste pour des questions d'archives. Et voilà. Merci, Stéphane. Salut, là. Bon week-end.